Pour devenir orateur ou pour réserver un orateur, vous pouvez consulter le site le projetmémoire.com. Je voudrais vous présenter maintenant nos panélistes pour ce matin. Ce sont le capitaine à la retraite André Gosselin et le lieutenant-colonel à la retraite Michel Caron. Le lieutenant-colonel Michel Caron a 35 ans de service militaire. Il s'est joint aux Forces armées canadiennes dans l'aviation en 1972 en tant que navigateur aérien. Sa première affectation a été avec l'escadron 416 à Chatham au Nouveau-Brunswick. Et en 1988, après avoir servi différentes positions, il a retourné dans le milieu opérationnel dans la communauté d'hélicoptères maritimes qui se trouve soit sur la côte est ou soit sur la côte ouest. En 1992, il a été affecté comme chef de cabinet du sous-ministre délégué du matériel de liaison au contrat du remplacement du vénérable Sea King. Il a terminé sa carrière militaire dans les forces régulières en tant qu'attaché de l'aviation royale canadienne à Washington. Quant au capitaine à la retraite André Gosselin, il a 21 ans de service dans les forces armées militaires. Il est originaire de la ville de Québec et s'est enrôlé en août 1985. Il a occupé de nombreux postes de commandement comme officier de police militaire jusqu'à sa retraite en 2006 lorsqu'il a joint les Nations unies à titre d'officier de sécurité. Il a donc une expérience vaste du côté international, ayant passé du temps en tant sur des missions en tant que chef de sécurité en Bosnie, en Herzégovine, en Afghanistan et de nombreux pays en Afrique. Nous allons commencer cet événement, ce panel. Je vais demander une question historique et après ça, nous allons passer du côté personnel, plus personnel. Qu'est-ce qui nous a attiré à... Oh, j'ai oublié de me présenter. Pardon. Je suis Marc Potvin et je suis un capitaine à la retraite. Je me suis joint aux Forces armées en 1978 et j'ai servi pendant 20 ans. J'ai été aumônier protestant militaire et passé du temps, j'ai passé presque tout mon temps dans des bases de l'aviation royale du Canada, sauf une qui était une base de l'armée. Je peux maintenant passer aux questions. La première question que je vais demander, parce qu'on célèbre le centenaire de l'aviation royale du Canada, c'est celle-ci, et je vais demander au colonel Caron, euh, quand l'aviation royale du Canada a été créée, quels ont été ses premiers rôles et cette première mission en 1924, il y a 100 ans? Euh, oui, le début officiel de l'aviation canadienne, c'est en 1924. Mais il y avait un événement important qui a eu un petit peu avant, la Première Guerre mondiale, 1914 à 1918. On peut présumer il y a un as canadien, Billy Bishop, qui a participé à la Première Guerre mondiale. Mais il faut dire que l'aviation canadienne a eu un rôle très, très mineur dans ce conflit. Donc, 1924, après plusieurs essais de créer une force aérienne au Canada par le gouvernement, euh, ça l'a abouti euh, le 1er avril 1924, la création de l'aviation royale canadienne en tant qu'unité militaire. Les rôles à ce moment-là étaient très limités. C'est surtout, en fait, des rôles civils. La cartographie originale du Canada par des photos aériennes a été faite par l'aviation canadienne et aussi la recherche et sauvetage. Les avions de l'époque, c'était surtout des hydravions. Donc, ça permettait euh, la cartographie du nord canadien. Donc, c'était des rôles limités.
Mais par la suite, surtout avec la Deuxième Guerre mondiale, le rôle de l'aviation devient très important, surtout la formation des, du personnel navigant pour tout le Commonwealth, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Canada et la Grande-Bretagne. C'était un des rôles très importants de l'aviation canadienne. Et ensuite, aussi un rôle important durant la Deuxième Guerre mondiale, la protection des convois qui se dirigeaient vers l'Europe. Et par la suite de la Deuxième Guerre mondiale, l'aviation devient très importante comme formation militaire au Canada. Je vais me limiter à ça. Oui, merci. On peut en dire plus, puis je suis sûr qu'on va on va en dire plus. J'ai oublié de mentionner que si vous avez des questions, de ne pas hésiter de le mettre dans la petite boîte chat. Et puis, on va demander à nos panélistes. J'ai déjà un certain nombre de questions qui ont été envoyées par l'audience. Mais si vous en avez d'autres, lorsque nous parlons, n'hésitez pas à nous les envoyer par la boîte chat. Moi, j'ai trouvé intéressant dans du début de l'histoire de l'aviation royale du Canada que les pilotes étaient, on parlait de pilotes de brousse en uniforme, parce que c'était surtout civil, mais ils portaient des uniformes. On va passer maintenant juste pour parler un peu plus de nous, pour que vous appreniez à nous connaître. Moi, je trouve que c'est intéressant que vous avez été navigateur aérien, Michel et André, vous avez été une personne de support comme moi, que pour chaque personne qui est à la fine pointe de ce qui se passe, ça prend beaucoup de personnes à l'arrière pour supporter le personnel. Et l'aviation n'est pas qu'une organisation, mais c'est du monde. C'est des personnes qui forment cette organisation-là. Euh, André, qu'est-ce qui vous a inspiré à vous enrôler dans les forces armées? Ben moi, dès mon jeune âge, mon père m'a introduit à l'aviation royale canadienne en m'amenant une base annuelle et religieusement au spectacle aérien à Bagotville. Donc, dès 4-5 ans, j'ai vécu, j'ai évolué un petit peu avec le bruit des avions et des spectacles aussi qui étaient quand même à grand déploiement. Et à mon adolescence, j'ai joint les cadets de l'aviation sur la rive sud de Québec. Donc là également, j'ai gardé un peu un contact avec le domaine de l'aviation. Et quand je me suis enrôlé en 85 au collège militaire pour faire mes études, l'uniforme pour moi était un petit peu given que j'étais pour joindre l'aviation, même si ce fut dans un métier de support. Donc déjà, à l'école, vous étiez à l'école primaire, ça vous sentait quelque chose Oui. qui vous amenait à J'ai été penser que initié la carrière était là. très jeune à l'odeur du carburant de l'aviation, pour ne dire que ça. Oui. Et vous, Michel? Euh, c'est un peu contradictoire, mon histoire. Mon père était militaire, moi aussi. Était membre du Royal 22e Régiment à Valcartier. Passé ma jeunesse à Valcartier. Euh, j'ai un frère jumeau. Lui aussi a joint les forces, mais comme fantassin, comme mon père. Euh, un moment un peu similaire à André, je me rappelle d'avoir vu, mes parents nous avaient amenés voir le spectacle aérien des Golden Hawks, une formation de F-86, les Sabres, euh, fait au Canada, qui était au-dessus de Québec. Je pense que c'était avec l'arrivée de la reine ou quelque chose comme ça. Ça m'avait impressionné. Mais pas plus que ça, là. C'était peut-être dans le fond de la mémoire, mais ma raison principale de joindre les forces, c'était la formation universitaire du Collège militaire. Une fois rendu là, mon goût de l'aviation a pris forme. Oui, et même avant ça, je n'avais jamais eu l'intention de joindre l'infanterie. Mais donc, c'est un peu
Ma raison principale, c'était la formation universitaire au collège militaire et le goût de voler par la suite. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant de savoir que chacun de nous trois ont passé par le collège militaire au début de notre carrière. Euh, pour moi, ça a débuté même avant d'être à l'école primaire. Euh, j'ai grandi, on, on donne un peu un autre âge quand on dit ça, mais je me souviens bien de la crise d'octobre de 1970. J'ai grandi à Montréal et ma tante habitait juste à l'arrière de la base militaire de Montréal, à Longue-Pointe. Et je voyais le va-et-vient des véhicules militaires et ça m'a bien impressionné. Mais j'aimais beaucoup aussi les avions. Donc, quand je me suis joint, c'était pour me joindre à l'aviation. Donc, mais contrairement à vous, Michel et André, moi, j'ai pas de famille militaire du tout. J'ai un oncle qui avait été conscrit durant la Deuxième Guerre mondiale, mais il s'est sauvé, donc il n'a jamais servi. Ça. C'est mon histoire familiale militaire, en tout cas. Euh, Michel, est-ce qu'il y a des personnes célèbres ou des personnages notables dans l'histoire de l'aviation royale du Canada que vous avez trouvées inspirantes? Ah oui, Oui. il peut y en avoir plusieurs, là, mais j'ai déjà mentionné Billy Bishop, mais c'était un as canadien durant la Première Guerre mondiale qui a volé avec l'aviation britannique. Mais pour moi, euh, un des personnages qui m'a le plus impressionné, c'est le Air Commodore Birchall, euh, récipiendaire d'une croix Victoria. Il pilotait les hydravions dans le Pacifique à la recherche de sous-marins. Et son histoire, et il a reçu la croix Victoria à cause de son action là. Il a sauvé son équipage, etc., etc. Mais pour moi, son rôle, ou qu'est-ce qui m'a impressionné le plus, c'est son leadership. Il a été capturé par les Japonais et a été impliqué dans le. Peut-être que les gens connaissent le pont de la rivière Quai, mais il a été impliqué dans plusieurs camps de prisonniers des Alliés et avait un rôle de leadership dans le camp des Japonais, a assuré la survie de plusieurs prisonniers euh, en instaurant une discipline pour les prisonniers. Son leadership était incroyable. Et si vous avez la chance de mettre la main sur la biographie du Commodore Birchall, il faut le faire. C'est vraiment, pour moi, ça a été un exemple de leadership à travers des conditions incroyables, incroyables. Je pourrais continuer, là, mais je vais m'arrêter là. C'est un personnage pour moi qui est resté et qui demeure euh, un des personnages les plus importants de l'aviation canadienne. Merci. André? Au contraire du colonel Caron, j'ai pas eu vraiment d'influence historique notoire à partager avec les gens. Désolé. Non, non, c'est bien, c'est bien. André, je vais te demander cette question. Est-ce que vous avez fait allusion un petit peu avant, quand vous êtes joint au cadet de l'aviation royale du Canada en tant qu'adolescent? Qu'est-ce que vous avez appris dans votre jeunesse qui vous a aidé dans votre service? Oh mon Dieu, ben, à travers les cadets, ça a été un petit peu la base. On dit que c'est une organisation paramilitaire, donc avec beaucoup les valeurs de l'armée, la discipline, l'aide à autrui pour aider les gens. Moi, j'ai joint comme policier militaire pas pour jouer pas pour jouer au cowboy et aller arrêter des gens, mais beaucoup dans l'esprit d'aller aider les gens. Et cet esprit-là, je l'ai pris dans les cadets. Donc, la discipline personnelle et aider autrui est vraiment les deux choses que j'ai pris des cadets qui m'ont servi énormément dans ma carrière. En fait, qui ont guidé toute ma carrière militaire.
Merci. Euh, Michel, vous êtes devenu un navigateur aérien. Euh, pourquoi navigateur aérien et pas pilote ou autre chose? Euh, la sélection du personnel navigant au Canada se fait à Toronto, ou se faisait à Toronto. J'ai aucune idée où ça se fait maintenant. Euh, et c'est là que le personnel de cette organisation-là détermine le choix. Ça a l'air que j'étais bon avec les chiffres, fait que, ils m'ont envoyé un navigateur. C'est probablement aussi une question de quota, là, le nombre de gens qui doivent recruter pour certains rôles. Et j'ai accepté. C'est évident quand euh, pour la sélection, j'espérais devenir pilote, mais j'ai jamais regretté le rôle. J'ai eu euh, des très bonnes expériences sur les deux aéronefs euh, pas que j'ai piloté, là, mais que j'ai été impliqué avec les deux communautés avec lesquelles j'ai été impliqué. C'était excellent. J'ai jamais eu de regret d'être navigateur et non pilote. On sait un peu qu'est-ce que c'est le rôle d'une police, mais c'est quoi, c'est un navigateur? Ouais, c'était, en fait, c'est peut-être, ils ont changé le nom maintenant. Parce que vraiment, sur les deux aéronefs que j'ai volés, oui, on peut. Navigateur, c'est vraiment dire au pilote où aller. C'est pas plus compliqué que ça, là. Mais sur le premier avion que j'ai volé, le 101, on est vraiment le contrôleur de la mission. C'est la même chose sur le Sea-King. On a accès à tous les senseurs de l'avion et on détermine la meilleure façon de compléter notre mission, que ce soit contre des bombardiers ou contre des sous-marins. C'est nous qui avons le rôle de déterminer la meilleure façon sur ces deux aéronefs-là, la meilleure façon euh, d'accomplir la mission qui est évidemment de détruire l'ennemi. Mais il y avait aussi des rôles de navigateur strictement sur les avions de transport. C'est vraiment un navigateur là, qui détermine la route, les vents, etc., les meilleures conditions pour amener l'avion au bon port. Mais le nom le nom de navigateur a été remplacé par. C'est un peu après que j'ai quitté les forces, ça. Euh, je m'excuse, là, j'ai un blanc de mémoire. C'est euh, System Operator ou quelque chose comme ça. C'est Air euh, Combat System Operator ou quelque chose comme ça, là. Mais ça, OK. oui, c'est une bonne question, en fait, parce que je me suis jamais, sauf à l'entraînement à Winnipeg, je me suis jamais présumé comme navigateur. OK. Merci. Et est-ce qu'il y a des différences, André, entre une police qu'on voit tous les jours se promener dans les rues de nos villes et une police militaire? Est-ce qu'il y a une différence? En fait, la seule différence vraiment entre un policier militaire et un policier de peu importe la ville au Canada, c'est seulement la population qu'on dessert. Un policier militaire a autorité sur tout militaire, qui soit sur une base ou à l'extérieur d'une base, et sur les incidents impliquant des militaires, ou communément dans le jargon militaire, avec un nexus militaire. Donc, on parle d'accidents de la route, qu'on parle de meurtre, qu'on parle de viol, de crash d'avion, peu importe c'est quoi. Un policier militaire a autorité dès qu'il y a un nexus militaire à l'incident. Mais c'est OK. exactement les mêmes fonctions avec un uniforme différent et une population différente. C'est tout. OK. Merci. Quels ont été les plus grands défis? Ben, il y en a probablement plus qu'un, mais juste peut-être as-tu parler du plus grand ou des deux plus grands défis que vous avez rencontrés pendant votre service? Je vais commencer avec André. Les plus grands défis de ma carrière. Wow. Euh,
Je vous dirais que c'est beaucoup l'adaptation à de nouvelles situations imprévues euh, et à une réalité, en fait, qui n'est pas nécessairement canadienne. Quand on sert à l'étranger, c'est également une différence entre un policier d'une ville au Canada versus un policier militaire. Le policier militaire va être appelé à travailler et à être déployé à l'étranger, qui ont été vraiment les plus grands défis et les plus belles expériences aussi que j'ai eues, mais qui représentent quand même de grands défis humains pour aider et pour être témoin d'un paquet de choses qu'on n'est pas nécessairement conscient ici au Canada. Donc, c'était beaucoup une adaptation au trauma et aux choses horribles qu'on peut voir aussi à l'étranger. Hmm. Merci. Michel? Je pense que un peu la même chose, mais je pense que au point de vue d'un euh, défi personnel, là, c'est de rallier la- les responsabilités militaires qu'on a et la vie de famille. Hmm. C'est probablement le plus grand défi qu'on peut avoir, là, c'est d'avoir un équilibre entre les deux. Évidemment, les conditions sont différentes pour chacun, là, mais pour moi, là, dans ma condition, ça a été un des plus grands défis, là, rajouté à qu'est-ce qui a déjà été mentionné. OK. Est-ce que vous diriez que c'est ce qui a causé le plus de stress pour vous en tant que militaire, le mariage de famille et service? Oui, oui. Euh, En fait, euh, notre- c'était relié à la naissance de mon fils qui a nécessité beaucoup de soins et encore aujourd'hui. Donc, je ne veux pas rentrer dans les raisons Non. personnelles, là, mais c'est un défi de pouvoir continuer ma carrière et de m'assurer que ma famille était, était bien. Euh, euh, Tous les soins pour la famille étaient là. Oui. OK. OK. Merci. André? Seulement pour peut-être aller au niveau des questions et réponses, il y a une question, qu'est-ce qu'on dirait à des jeunes concernant les choix de carrière dans l'aviation royale? Oui. Euh, je- je- Ma première réflexion, mon premier commentaire serait de dire ne vous limitez pas au choix évident de pilote, copilote ou navigateur. Il y a un vaste éventail de métiers reliés à l'aviation royale canadienne. Ingénieur, entretien, approvisionnement, policier militaire. Il y a un éventail incroyable de professions et de métiers qui peuvent être faits au sein de l'aviation royale canadienne. Donc, c'est pas juste pilote, copilote, là, les deux standards classiques que la plupart des jeunes ont en tête quand ils pensent, pardon, à l'aviation. Hmm. Je- Moi, je peux pareil à donner une réponse écrite, c'est exactement ça. Mais l'autre conseil que je donnerais aux étudiants, c'est de poursuivre leur formation académique, scolaire au maximum. Donc, ça aide vraiment à avoir un meilleur choix une fois rendu au centre de recrutement. Donc, c'est probablement le premier conseil, continuer à aller à l'école. Mhm. Évidemment, oui. J'ai parlé, durant ma carrière, j'ai parlé à de nombreux techniciens qui s'occupaient de l'entretien des aéronefs. Ça va du point de vue d'armurier aux systèmes électriques, aux systèmes avioniques, aux systèmes à l'enveloppe mécanique de l'avion ou de l'hélicoptère. Et aujourd'hui, avec les choses qui sont de plus en plus techniques, il y a même maintenant, on parle de drones, de drones.
C'est tout un nouveau monde qui s'ouvre. Le choix de carrière dans l'aviation royale du Canada est énorme. Et je dois dire aussi que en tant que personnel navigant, comme pilote ou navigateur aérien, en tout cas, moi, de ce que j'ai vu, c'est on passe un temps à voler dans les airs et un autre temps je ne sais pas si c'est la même expression aujourd'hui, mais on vole un bureau. Donc, on est assis sur un bureau puis on travaille à l'extérieur, mais les techniciens sont sur les avions tout le temps, tout le temps. Donc, ils changent pas de rôle comme ça à chaque mutation, ce qui peut être intéressant pour certaines personnes. Merci pour avoir répondu à la question. Euh, Si vous pensez à ce qui est, j'essaie de trouver le mot en français. Euh, pour vous, qu'est-ce qui est le summum de votre carrière? Quand vous pensez à votre 21 ans plus ou 35 ans plus de vie militaire, qu'est-ce qui vous vient en premier à l'idée? Je vais aller avec André. Euh, wow, grande question. Euh, Oui, ce grande qui, question. ce qui me, ce qui me reste le plus, moi, c'est vraiment l'aspect humain des missions à l'étranger. Moi, j'ai joint pour aller à l'étranger, pour connaître des cultures, voir un monde différent, apprendre des langues et des cultures. Et ma plus grande mission, je pense, aurait été ma première en Haïti, où j'ai vu, on ne parlera pas de ça, mais j'ai vu des choses complètement horribles, mais j'ai aussi vu un côté humain d'aide et des valeurs humaines vraiment parmi la population haïtienne qui sont incroyables et qui resteront avec moi toute ma vie. Hmm. Cet aspect humain de dire qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus dans le besoin qu'on peut l'être et on réalise en fait en allant à l'étranger qu'on vit dans un luxe incroyable et on a une chance inouïe d'être né et de vivre au Canada. Donc pour moi, cette pas acculturation, c'est pas le bon mot, mais cette connaissance et cet apprentissage, ce partage culturel et humain est vraiment ce qui est resté avec moi le plus. Hmm. Donc, est-ce que vous diriez que votre service militaire, surtout outre-mer, a influencé votre point de vue sur la vie, sur le monde? Oh mon Dieu, oui, sur tous les aspects de la vie et des ressources naturelles, de la chance qu'on a de vivre au Canada, encore une fois, avec cette liberté qui n'est pas donnée à tout le monde et cette richesse à tous les niveaux qu'on a au quotidien ici, définitivement. OK. Ouais. 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 Merci. Michel, je reviens à ma question originale. Oui. Euh, quand vous pensez à votre 35 plus années de service, quel est le moment ou qu'est-ce qui est pour vous le summum Ah, de, de votre mémoire? encore là, il y a peut-être rien de spécifique, sauf comme, comme André, j'avais à peine 25, 26 ans, ma première mutation, là, voler sur un avion de chasse supersonique, poursuivre les bombardiers russes qui venaient sur le bord de nos côtes. C'est difficile à battre, là, ça. Euh, mais je pense que tout le long de la carrière, un peu pour renchérir qu'est-ce qu'André dit, là, on vit des expériences qui nous forment,
qui nous affectent pour le restant de notre vie, d'un côté positif comme, et négatif, là. Donc, encore là, j'ai pas de regret de ma carrière, je suis très content. Rien de très spécifique là, pour en arriver à un summum. Non. Euh, je suis satisfait de qu'est-ce que j'ai accompli Hmm. et, euh, et où ma famille est venue. Oui. Lorsque vous étiez dans cet avion de chasse supersonique pour aller à l'encontre d'un avion soviétique à l'époque, qu'est-ce qui vous est venu en tête? Est-ce que vous vous souvenez de ça? Oui. Oui? Euh, ben, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, là, Non, non. mais c'était la guerre froide Oui. et ça se passait ici. Euh, Comme André le sait, le 101 était une arme nucléaire. Tu sais. Et si jamais la guerre froide n'est jamais devenue chaude, et on est chanceux de ça. Parce que qu'est-ce qui me venait en tête? Si c'est nous qui larguons pour les premiers cette arme-là, où, où, où on va revenir? Il va-tu avoir une base où on va revenir? Hmm. C'était des conditions, euh, comme j'ai dit, j'avais à peine 20 ans. Tu sais, c'était en arrière de la tête, pas plus que ça. Peut-être qu'aujourd'hui, là, ça serait un peu plus sérieux avant de peser sur le bouton. C'était vraiment en anglais, là, Mutual Assured Destruction, Mhm. MAD, et c'était vraiment impensable, là. Peut-être pas à cette époque-là, mais maintenant, là, une fois qu'on réfléchit, une fois qu'on connaît un peu plus les conditions mondiales, on est plus informé. C'était vraiment un rôle que je n'aurais pas apprécié, je pense, si si ça a commencé avec nous autres. En Hmm. tout cas, Oui. Si c'était à recommencer, est-ce que vous vous rejoindriez à l'Aviation royale du Canada? ah oui, comme j'ai dit, j'ai pas de regrets. On vit dans un monde différent, là. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup de risques. Euh, mais je reviens à l'utilisation nucléaire, là. C'est ça qui était vraiment, euh, qui me poserait des questions. Mais non, oui, absolument. J'ai aucun regret, aucun regret. Et André, vous avez fait beaucoup de missions à travers le monde dans des régions qui étaient très difficiles, qui sont encore très difficiles à cause de ce qui se passe. Est-ce que vous diriez que ça a fait de vous un homme de paix qui recherche la paix ou... Euh, j'ai, j'ai- Comme j'ai alluded to, désolé de Ouais. l'anglicisme, j'ai pas joint les forces canadiennes et l'aviation royale du Canada pour faire la guerre, mais bien pour faire la paix et apporter la paix, apporter une sécurité aux gens, aussi bien ici qu'à l'étranger. Tu sais, dans toutes les missions où j'ai été, il y avait toujours, tous les Canadiens s'impliquaient personnellement en dehors de leurs heures de travail au sein des communautés locales pour essayer d'améliorer la qualité de vie et d'apporter un peu plus de paix et de réconfort à la population locale. Les tâches officielles qu'on va à l'étranger pour faire, c'est une chose, mais il y a tout l'aspect humain à l'extérieur de ces heures-là qui est très importante et qui apporte une richesse personnelle incroyable. Hmm. Euh, je le referai sans aucun problème, avec grande joie, malgré les côtés négatifs et les atrocités qu'on peut vivre, qu'on peut voir et tout ça, qui restent et qui marquent, comme le colonel Caron a mentionné. C'est un aspect important aussi, à ne pas négliger, c'est là. Ça fait partie de nous, mais les richesses avec lesquelles on revient sont beaucoup plus importantes, je crois. Hmm. C'est une chose on ne sait pas nécessairement beaucoup
beaucoup lorsqu'on parle de missions de Canadiens ou dans des zones de guerre ou tiens de fait, c'est le travail que les militaires font à l'extérieur de leur emploi officiel, si je peux appeler ça comme ça. Oui, des écoles qui sont bâties, des orphelinats qui sont qui reçoivent des fonds, qui sont aidés pour faire des rénovations, etc. C'est des hôpitaux qui, avec les médecins, les infirmières qui vont à chaque jour pour traiter le personnel, pas le personnel, mais les personnes civiles. C'est des choses dont on ne parle pas, mais que non seulement l'Aviation royale du Canada doit être fière de ce travail-là, mais toutes les forces armées qui sont déployées Et outre-mer. même, si je peux ajouter, Oui, oui. euh, souvent en Haïti, exemple, Mhm. les Twin Huey, désolé, je ne sais pas, le CH 146, je Je me pense. souviens pas. Euh, L'hélicoptère de l'armée. le Canada avait quatre Twin Huey quand j'étais en Haïti. Et beaucoup de ces ressources de l'aviation royale canadienne étaient utilisées à des fins humanitaires, en plus du boulot quotidien du 8 à 4, là, si on veut. Il y avait beaucoup d'utilisation des ressources de l'aviation royale canadienne pour aide humanitaire, aller porter de la nourriture, du transport de blessés. C'était incroyable. J'ai passé plus de temps en Haïti dans les hélicoptères que sur la route ou peu importe. Donc, l'aviation royale canadienne dans l'émission a un rôle complètement vital. Oui, oui. Même à travers le monde, peut-être, Colonel Carrard, vous pouvez en parler un peu de ça, comme, parce que vous avez déjà été attaché militaire dans un autre pays, aux États-Unis. Les missions dans lesquelles l'aviation royale du Canada sont envoyées, souvent ne sont pas, personne ne le sait. C'est pas public, ou, ben, je veux dire, c'est pas médiatisé. Non, non, absolument. C'est certain là, qu'on parle de fonction militaire, fonction armée, mais la majorité des rôles et des missions des forces canadiennes, c'est dans l'appui de la paix. Et le transport des blessés, comme André a mentionné, de vivre, euh, toutes sortes de choses. Donc, la majorité du temps, oui, on a des rôles militaires, pour, faut être prêt, comme pays, avoir une force militaire, c'est essentiel. Mais la majorité du temps que les militaires canadiens sont utilisés en mission, c'est pour l'appui à la paix. Donc, c'est important à le dire, là, c'est que euh, on n'est pas toutes, euh, on n'a pas tous des rôles strictement militaires. La majorité du temps, on appuie la paix. Merci. Pourquoi, peut-être on peut demander la question, pourquoi l'Aviation royale du Canada est tant en demande? Pourquoi qu'on ne prend pas Air Canada ou WestJet pour faire ces missions-là? Est-ce que Euh, c'est à cause de l'équipement, c'est à cause du personnel, c'est à cause de l'entraînement? C'est pourquoi? Ben, c'est un rôle qui revient à la force aérienne. Euh, Air Canada et WestJet, pour utiliser ces exemples-là, c'est des organisations qui recherchent le profit. Donc, leur demander de faire des rôles de maintien de la paix ou du transport de personnel, euh, je pense que euh, ce ne sera pas accepté trop par les actionnaires, ce ne sera pas accepté très, très, très bien par les actionnaires. Mais euh, je suis certain que toutes les deux, vous vous rappelez qu'il y avait un 707 qui s'assurait la navette à travers le Canada à tous les jours pour transporter le personnel militaire. Mais maintenant, c'est WestJet et Air Canada qui reçoivent de l'argent euh, des payeurs de taxes pour déplacer les militaires. Donc, ils sont dans l'équation, mais pas pour le transport euh, strictement militaire. Vous avez parlé un petit peu plus tôt, capitaine Pocaro, capitaine Gosselin,
du fait que vous avez beaucoup voyagé en hélicoptère, surtout à Haïti. Comment est-ce que les aéronefs militaires servent? Comment sont adaptés à faire ce qu'ils ont à faire? Parce que c'est des aéronefs qui sont différents là, de ce qu'on voit quand on va à l'aéroport à Québec ou à Dorval ou un autre aéroport. C'est des avions qui ont l'air différents. Pas juste leur couleur, mais la façon qu'ils sont faits. Oui, effectivement. L'équipement qui est ajouté à ces appareils, qui à la base sont des appareils civils, mais avec une adaptation militaire. Il y a une panoplie d'équipements qui peut être attachée à ces appareils-là pour aider, que ce soit civière pour transporter des blessés, que ce soit un radar additionnel, que ce soit des caméras très sophistiquées, des caméras de nuit pour aller faire de la reconnaissance ou de l'identification de, peu importe que ce soit recherche de sauvetage, pardon, ou dans un milieu plus militaire offensif. Il y a une panoplie de choses qui peuvent et qui sont ajoutées aux aéronefs. Mhm. Les aéronefs militaires, c'est pas des avions de luxe. Il n'y a pas de première classe là-dedans. Moi, j'étais parachutiste militaire et puis je peux vous dire que les sièges, c'est pas des sièges trop luxueux. Et puis, on ne peut pas sauter d'un avion d'Air Canada ou de WestJet. Les avions militaires certains avions militaires sont plus luxueux. Et également, si je prends mon expérience en Afghanistan, le Hercule, aéronef de transport militaire, et peut-être pour revenir à votre question, pourquoi c'est pas Air Canada, exemple, entre autres, les Hercules qu'on prenait pour se rendre jusqu'à Kaboul, en Afghanistan, avaient une protection de blindage qui était mis en plus dans le fond de l'avion. Je ne me souviens pas si c'était à l'intérieur ou extérieur, mais on avait besoin d'une protection accrue pour les tirs au sol qui pouvaient nous atteindre. Et c'est pas avec un appareil d'Air Canada qu'on est capable de faire du slalom et du en Mhm. haut, en bas pour l'approche à Kaboul qui se faisait à peu près à 35 mètres du sol. Là. Mhm. C'est des capacités qui sont pas là du point de vue civil. Oh, merci. Donc, l'aviation royale du Canada a su s'adapter à- aux demandes du service militaire et du service de paix à travers le monde pour non seulement apporter les troupes, mais apporter du matériel. On pense à la nourriture une nourriture ben, je peux dire, jetée de l'avion où ce il y en a besoin lorsque c'est impossible d'y aller par aucun autre moyen. Il y a une question qui avait été demandée avant, et je pense on a parlé un petit peu de drones avant. On parle du futur. Est-ce que vous pensez que les drones feront un jour une grande contribution afin de défendre nos frontières et d'aider la recherche ou distribution lors d'une mission de sauvetage? C'est quoi les avantages d'un drone? Allez-y, Michel. Oui. En fait, ça domine. Il y a un conflit maintenant en Ukraine. Il y a un conflit, la bande de Gaza. Euh, le drone est dominant. Et le dernier budget du Canada, l'aviation canadienne va se procurer des drones. Et les drones, il faut peut-être spécifier, là, il y en a des tout petits, mais il y en a des énormes aussi, qui ont des rôles très importants. Donc, pour aller avec la recherche au sauvetage ou la question que tu demandes, euh, les gros avantages, c'est qu'ils peuvent être déployés très rapidement.
Les drones de grande envergure peuvent rester euh, en fonction pendant des heures et des heures. Donc, euh, on peut parler même d'une douzaine d'heures. Et euh, ça assure une couverture euh, beaucoup plus étendue. En fait, et aussi, s'il y a quelque chose qui arrive au drone, s'il se fait descendre, il y a pas de personnel qui est perdu. C'est un des très gros avantages euh, du drone, là. Peu importe le rôle, un rôle de surveillance, un rôle d'attaque, un rôle euh, peu importe, là. Il y a des drones qui sont suicidaires eux-mêmes, là. C'est ceux qui ont été envoyés par l'Iran. Euh, mais peu importe, le personnel qui s'occupe de voler ces drones-là, ils sont en sécurité euh, au Canada quand on va avoir ces drones-là. Donc, c'est des gros avantages. Et, euh, et ils peuvent, et leur rayon d'action est à cause qu'ils peuvent rester en vol pendant des heures, donc leur rayon d'action est énorme. Donc, c'est le futur. Les drones, c'est déjà là, là. C'est même pas le futur, là, c'est le présent. La majorité des pays occidentaux utilisent une panoplie de drones, des tout petits jusqu'aux énormes. Merci. André? Oh, je crois que vous êtes sans son. Pardon. C'est bien. En Afghanistan était la première fois que je voyais le Canada déployer des drones, un véhicule aérien sans humain, en bon français, euh, qui était assez énorme, assez imposant pour la surveillance et identification de mouvements de groupes terroristes et d'identification de menaces et tout ça. Euh, donc déjà en 2003, au début des années 2000, le Canada était déjà impliqué avec l'utilisation de drones à l'étranger. Je pense que les modèles ont beaucoup changé, ont beaucoup évolué. Euh, donc, l'utilisation de UAV, de drones, de véhicules aériens sans humains, désolé, je suis obligé de lire la traduction française, euh, fait partie de la culture de l'aviation royale canadienne. C'est une réalité, comme le colonel disait, c'est une réalité actuelle. C'est pas le futur, c'est le présent. Maintenant, l'utilisation au niveau national, ici au Canada, de drones par l'aviation royale canadienne, pardon. Ça, je pense, c'est tout un autre sujet. Ben, je serais curieux d'entendre le colonel Caron, mais je ne crois pas que la société canadienne est prête encore à ce que l'aviation royale canadienne utilise des drones au Canada. Mais, Non, absolument pas comme rôle d'attaque, mais les drones qu'on va se procurer pourraient contribuer à recherche et sauvetage dans l'Arctique canadien, par exemple. Mais non, tu as absolument raison, là. C'est pas dans un rôle euh, de porteur d'armement. Euh, je ne vois pas le scénario où ce sera déployé au Canada, absolument pas. Mais les senseurs sont tellement sophistiqués sur ces appareils-là que ça pourrait être utilisé en recherche et sauvetage, mais c'est pas le rôle principal, c'est certain. merci. Peut-être avec les quelques minutes qui nous restent, je peux demander, quand on parle de Aviation royale du Canada, qu'est-ce que on pense aéronef en premier. Quelle sorte d'aéronef que l'Aviation royale du Canada a présentement? Je présume pour moi, là. Bon, c'est pas celui qui veut répondre. Euh, le, on va commencer par les avions de chasse. Présentement, OK. on a le F-18 qui a déjà presque, c'est qui a remplacé le 101, l'avion que
André a connu à Bagotville, l'avion que j'ai volé. Donc, le F-18 arrive à la fin de sa contribution et il va être remplacé par le F-35, un avion qui est déjà en fonction dans certains pays. C'est un avion qui a été développé par plusieurs alliés. Et le Canada a contribué au développement du F-35. Quand j'étais à Washington, on avait souvent des rencontres, mais le Canada a contribué à cet avion-là depuis longtemps, mais a finalement décidé de choisir cet avion-là récemment. Au point de vue transport, on a des Hercules de différents types, les plus modernes, les J, euh, avions de transport. On a aussi des Airbus pour avions de Est-ce que, transport. oh, pardon, un Hercule, est-ce que c'est un avion à hélice ou un avion à réaction, ça? C'est un turbopropulseur. C'est un hybride entre un moteur à piston et une turbine. Mais OK. c'est des avions à hélice, quatre moteurs. Donc, on a des Airbus pour le transport de passagers. Le premier ministre a un Airbus désigné. Ensuite, dans l'autre domaine que je connais très bien, le Sea King a été remplacé par le Cyclone, un avion euh, qu'on tout juste on a vient d'obtenir. C'est On un a encore. hélicoptère, je pense, hein? Oui, oui, Oui. oui, c'est un hélicoptère. Oui. Ça va sur les navires, ça, de la marine. C'est ça, le Sea King était. Oui, la marine canadienne est reconnue comme la première marine mondiale à accepter des hélicoptères d'envergure, pas des petits hélicoptères. Le Sea King, c'est un très gros hélicoptère sur des petits navires. Donc, le Cyclone a remplacé le Sea King. C'est surtout de lutte anti-sous-marine, mais aussi de surface, des radars euh, peut transporter des torpilles, en tout cas. Ensuite, l'armée utilise deux hélicoptères, un plus petit, le Griffon, qui a remplacé le Twin Huey. C'est un hélicoptère un petit peu plus petit que le Sea King, mais encore là avec beaucoup de capacité. Mais ils ont un très gros hélicoptère qui a été obtenu lors du conflit en Afghanistan, le Chinook. Euh, Très gros hélicoptère. Euh, Ensuite, il y a plusieurs avions de formation euh, un hélicoptère de formation, les plus petits hélicoptères. Ça, je viens de mentionner les aéronefs les plus utilisés, là. Mais il y a encore là, il y a un grand nombre d'hélicoptères. Recherche et sauvetage, ils ont deux hélicoptères, ils ont deux aéronefs, un hélicoptère strictement pour le recherche et sauvetage, c'est le Cormoran, et il y a un nouvel avion qui est encore en développement qui a remplacé le Buffalo. Le Buffalo était un avion de recherche et sauvetage et de transport, mais les gens peuvent les reconnaître, ils sont tous jaunes. C'est les deux aéronefs qui utilisent ça. Et finalement, le dernier avion que je vais mentionner, c'est l'avion de recherche maritime Aurora, encore là, en fin de vie, qui va être supposément remplacé par un avion plus moderne, le P-8, que les Américains et d'autres pays utilisent maintenant. Donc, faire ça très vite, là, c'est ça, les Oui, avions OK. qu'on a. Merci. Et André, est-ce que vous savez un peu où sont les bases de l'aviation royale du Canada, à travers le Canada? Je pose une question difficile, peut-être. Non, Shearwater, Nouvelle-Écosse ont des hélicoptères. Si on vient plus vers l'est, Bagotville, évidemment, avec les F-18, recherche et sauvetage également. Valcartier a des hélicoptères, comme toutes les bases de l'armée ont des hélicoptères pour le transport de troupes. Cold Lake en Alberta est l'autre grosse base de F-18. Et Comox a également certains aéronefs complètement sur la côte ouest.
Donc, c'est Ah, les groupes principaux, là. oui, et on a oublié de mentionner Greenwood, qui se trouve aussi en Nouvelle-Écosse, qui ont des appareils de surveillance maritime. Et il y a aussi un détachement à Victoria d'hélicoptères qui vont sur les navires qui sont basés sur la côte ouest. Il y a aussi une base à Goose Bay, dans le Labrador, Terre-Neuve et Labrador, mais qui se trouve exactement à- sur le Labrador pour les avions de chasse. C'est aussi un endroit où ce que les forces de l'OTAN s'entraînent, si mémoire. Mais il y a aussi le quartier général à Winnipeg. Ah oui, j'ai oublié le quartier général. Oui. Dernière question. Je pense que Michel, vous avez déjà répondu à la question. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui envisage de s'enrôler dans les forces aériennes? Voilà, la même André. réponse. Ah, OK, Oui, ouais. oui, André. Bon, ben, un peu ce qui a déjà été dit. Prenez le temps de vous renseigner. Il y a énormément de métiers, de professions disponibles et l'aviation royale canadienne, avec tout ce que le colonel Caron a mentionné, les nouveaux équipements qui s'en viennent, je crois que l'aviation royale canadienne a un très grand futur et les gens qui se joignent maintenant, aujourd'hui, à l'aviation royale canadienne vont vivre des expériences incroyables sur une technologie nouvelle qui va durer longtemps. Et moi, j'ajouterais de suivre sa passion et aussi de savoir que non seulement on amène un bon service pour notre pays, mais c'est aussi un très bon service au nom de la paix. Et c'est un service qui va vous suivre tout au restant de votre vie. Les camarades qu'on fait lorsque on sert dans les unités, ça reste avec nous. Je parle encore avec des personnes que, que j'étais avec lorsque j'ai servi l'armée militaire. Ça fait presque 30 ans maintenant, ou presque 40 ans que j'ai commencé. Merci d'avoir participé, André, Capitaine Gosselin et Michel, Colonel Caron, à notre panel du projet Mémoire. En partageant vos histoires de service, nous maintenons l'héritage de notre histoire militaire pour les générations qui viennent. Pour ceux d'entre vous qui écoutent, qui ont fait du service militaire, n'hésitez pas à vous joindre comme orateur. Moi, je trouve que ça fait de nombreuses années que je le fais et aller dans les écoles ou dans les centres communautaires, c'est excellent. Et si vous voulez réserver un orateur, allez sur le projetmémoire.com, le projetmémoire.com. Je vous souhaite tous une bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Ouais.